Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, évacué sur les Émirats arabes unis, après quelques jours de soins dans une clinique privée à Bamako, il a quitté la capitale malienne, une évacuation qui suscite beaucoup de débats, évacuation ou exfiltration. On va poser la question à nos invités. Autre thème de ce débat du dimanche, ce sont ces concertations nationales à l'initiative du CNSP. Les journées de validation des termes de référence ont commencé à Bamako et dans les capitales régionales. Quelle architecture, quel profil et quelle durée pour la transition? Principale question au centre de ces échanges. Des sujets abordés par nos invités, M. Chekmar Konaré, Alexis Calambri de Nouvelle Tribune, Youssouf Sissoko Info 7 et Serge Daniel, journaliste écrivain. Avant de développer tout cela, la une de certains journaux à paraître demain. Tout d'abord, on va le voir sur ces images. L'Aube qui titre Cathy Cafouille. On a également cet autre journal, La Nouvelle Patrie de Souris de Moti. Voilà, qui se demande si c'est un jeu de micmac, ce coup d'État du 18 août. Et Info 7, dont nous avons le directeur de publication, encore une fin de gouvernance brutale, les raisons d'un échec cuisant. Youssouf Sissoko, un mot là-dessus? Ok. Bonsoir, chers téléspectateurs. Effectivement, nous sortons demain et dans notre parution, et effectivement, nous parlons des raisons de la rupture brutale, si vous voulez bien, de la gouvernance. Et en plus de ça, nous nous interrogeons aussi sur est-ce qu'il faut associer les ibékistes, j'entends par ibékistes les anciens dignitaires du régime Ibeka, est-ce qu'il faudrait les associer à la gestion de la transition ou pas? Et nous parlons aussi de l'actualité en Côte d'Ivoire et de la Guinée. Ok. Apparaître également la lettre confidentielle Mali avec Serge Daniel. Voilà, la lettre confidentielle Mali, on n'est pas arrivé à la caricature. Lettre confidentielle Mali, Serge Daniel, l'ex-président Ibeka, on le disait, évacué samedi nuit vers Abu Dhabi. Oui, voilà, donc j'ai suivi l'évacuation du président de la République, comment il est parti, comment la CEDEAO a pris des engagements. Donc ça, c'est un titre. Il y a un autre article assez intéressant sur le coup, les fondements du coup d'État. En fait, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs coups d'État qui étaient en préparation. Et donc, ceux qui ont pris le pouvoir, ils ont fait du Lucky Luke, c'est-à-dire qu'ils ont tiré plus vite que leur ombre. Et dernière chose, on se pose beaucoup une question, que sont-ils devenus? C'est-à-dire les anciens ministres, les anciens responsables. Par exemple, M. Tchébile Dramé, on ne l'a plus entendu depuis. Si vous voulez savoir ce qu'il est devenu, par exemple, il faut lire la lettre confidentielle. La lettre confidentielle Mali. La Nouvelle Tribune ne paraît pas demain. Mali Tribune, voilà. C'est mardi. Et comme d'habitude, on est plus dans les investigations. On a un grand dossier sur l'armée, sur encore une fois des détournements par rapport aux achats et tout. C'est toujours dans Mali Tribune et pas dans la lettre confidentielle. Voilà, Mali Tribune. Le premier thème de ce débat du dimanche, on vous le disait à l'instant, après quelques jours de soins dans une clinique privée de Bamako, l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, évacué sur les Émirats arabes unis. Il a quitté Bamako dans la nuit de samedi à dimanche à bord d'un jet privé. Youssouf Sissoko, évacuation ou exfiltration, c'est un peu le principal sujet de conversation dans les salons, dans les grains à Bamako. Effectivement, ce sujet anime beaucoup les débats au grain, comme vous l'avez si bien dit, dans les salons. Et voilà, donc beaucoup de gens s'interrogent véritablement. Maintenant qu'il soit évacué, moi je pense que humainement ce n'est pas grave parce que c'est un ancien président de la République. Et s'il est malade, vous l'avez vous-même dit dans votre introduction, il a été soigné dans une clinique privée d'abord, avant qu'on accepte en tout cas de l'évacuer. Maintenant, son évacuation, beaucoup de gens ont leur interprétation de cette évacuation parce que pour beaucoup de gens, il devait rester au Mali ici pour se soigner parce que pendant 7 ans, s'il avait quand même amélioré le plateau technique, le plateau sanitaire de nos hôpitaux, il n'allait vraiment pas chercher à aller. Bon, si la gente avait refusé justement de le libérer aussi, personne n'allait crier gare parce que, effectivement, un ancien président de la République, normalement, il doit être soigné chez lui.
Mais puisque c'est à la demande de la CEDEAO et peut-être de l'Union africaine et d'un certain nombre, en tout cas, d'organisations qui ont quand même intervenu auprès de la junte pour qu'il soit évacué vers, en tout cas, les Émirats arabes unis pour, en tout cas, suivre des soins. Oui, il faut savoir que c'était prévu avant le coup d'État. Il avait un programme de voyage pour des soins et il était prévu qu'il aille aux Émirats arabes unis pour se soigner avant les coups d'État. Ce programme a été contrarié. Mais je pense qu'il faut vraiment saluer la jeune qui a accepté. C'est humanitaire parce que, bon, ils n'étaient pas obligés, ils ont accepté pour des raisons humanitaires. C'est important, ça contribue toujours à donner l'image qu'on a encore de la jeune. Et deuxièmement, oui, il y a l'autre aspect qui est un débat permanent. Est-ce qu'il faut se soigner chez soi? Qu'est-ce que nos dirigeants ont fait pour le plateau technique localement? C'est un débat perpétuel. Oui, débat perpétuel, raison humanitaire pour Sissoko, débat perpétuel pour Alexis. Maître, vous, par rapport à cette évacuation, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que l'ancien président, la junte l'a autorisé à aller se soigner aux Émirats arabes unis pour deux raisons principales. La première raison est humanitaire. Les soins dont il doit bénéficier ont déjà commencé dans ce pays. Il est bon de les terminer là-bas et de ne pas retenir quelqu'un qui a déjà le malheur d'avoir perdu le pouvoir. De ne pas ajouter un malheur à un autre. La deuxième raison, c'est de complaire à la CEDEAO et d'obtenir en contrepartie de ce départ d'Ibeka à Abu Dhabi des mesures de clémence économique et politique de la part de la CEDEAO. Maintenant, il y a un communiqué du CNSP qui a été publié selon lequel Ibeka, la CEDEAO s'engage à le ramener dans un délai maximal de 3 mois. Mais pour moi, ça n'engage que moi. Cet engagement de la CEDEAO, c'est du pur cinéma. Je me souviens qu'au moment de l'accord cadre en 2012 signé avec la junte de l'époque, la CEDEAO avait pris l'engagement par écrit de reconnaître au général Sanogo, moyennant le lâchage du pouvoir, la qualité d'ancien président de la République. Cette qualité ne lui a jamais plus été reconnue quand il a lâché le pouvoir. Donc la CEDEAO brasse du vent et je ne crois pas au retour de l'ancien président au Mali. Je voulais rappeler que dans la vie civile ou civique, vous êtes l'avocat de Sanogo. Bon, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Je pense que ce n'est pas une exfiltration. C'est ce qui me permet de savoir ce que je viens de dire. Je pense que ce n'est pas une exfiltration. C'est plutôt une évacuation. Tout a été fait dans les règles de l'art. Quelqu'un parlait de la junte tout à l'heure, qui a parfaitement collaboré. Il y a le communiqué de la junte qui dit c'est pour des raisons humanitaires, mais la CEDEAO, effectivement, a pris des engagements. Il y avait une première lettre, il y a eu une deuxième lettre qui a permis à la junte de laisser partir le président. Il était déjà en soins aux Émirats, donc c'était plus facile de l'emmener là-bas. Il y a eu des échanges ministère des Affaires étrangères, des courriers diplomatiques, l'ambassadeur là-bas a été saisi. Donc c'est quelque chose que j'ai suivi qui a été parfaitement organisé. Et quand on voit avec qui il est parti, son épouse Chaban qui était son chargé de mission et son médecin personnel, ce n'est pas, de mon point de vue, une exfiltration, mais une évacuation. Et donc des engagements ont été pris pour qu'il revienne si on a besoin de lui. Oui, Sissoko, on n'aimerait pas être à la place du CNSP parce que en termes de garantie, c'est une évacuation qui intervient à la veille même des concertations nationales. D'aucuns auraient souhaité que ce soit l'ensemble, sinon la majorité des Maliens qui décident de l'évacuation ou pas du président de la République, l'ancien président de la République. Mais au même moment, l'état de santé exigeait une évacuation. On ne peut pas être à la place du CNSP. C'est pas facile d'être à leur place à ce moment-là. Oui,
Que le CDSP, en tout cas, prenne cette décision ou que ça soit, en tout cas, l'ensemble des Maliens. Moi, je pense que le CNSP est dans son rôle parce que depuis la prise du pouvoir par ce comité, ils ont eux-mêmes dit qu'ils vont assurer la continuité de l'État. Et c'est, je crois, aux membres du CNSP que la CEDEAO s'est adressée pour qu'ils puissent en tout cas laisser IBK aller se soigner. Moi, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas trop de débat là-dessus parce que, effectivement, le CNSP, jusqu'à preuve du contraire, assure la continuité de l'État. Donc, si son état de santé s'est dégradé, moi je pense que le mieux serait justement que le CNSP prenne cette décision. Oui, Alexis Calamine, en termes de garantie, on parle de garantie notamment de la part de la CEDEAO. Maître Konaré n'y croit pas trop, mais un retour du président à court, moyen, long terme, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? En fait, à cette étape, à ce niveau, IBK n'est pas un enjeu. Sa présence ou son absence n'impacte en rien le débat actuel et le processus en cours. C'est vrai, s'il y a procès à faire, s'il y a des choses à savoir, ce serait, je pense, même pas à la transition, mais à un pouvoir élu. La transition à d'autres missions, on en parlera. Mais pour moi, à cette étape, il n'est pas un enjeu et sa présence ou son absence n'impacte en rien, n'influe aucunement sur ce qu'on est en train de faire, sur l'architecture qu'on est en train de chercher à dessiner. Oui, je voulais apporter une petite précision, c'est que on n'a pas quand même laissé son fils partir. Son fils aurait bien voulu l'accompagner, mais il n'a pas été autorisé à partir. D'accord. Ok. Maître Konaré, pour Alexis, ce n'est pas un enjeu, mais vous, est-ce qu'un gouvernement qui va être légalement, normalement mis en place, il aura beaucoup de prérogatives pour demander un retour du président IBK? Ça ne doit pas être un problème. Il y a des facilités juridiques à ce niveau-là, non? Non, la question qui m'interpelle et pour laquelle j'interpelle les actuelles autorités militaires, c'est que quand on arrête quelqu'un, on devrait lui fixer un sort. On ne peut pas arrêter quelqu'un et le garder à Kati ad vitam aeternam. Il faut le confier à la justice. La justice, c'est aussi des garanties d'ordre procédural. Alors, qu'attend-on? Qu'est-ce qu'on attend pour confier ceux qui sont détenus à la justice? Ce n'est pas un mal, c'est même un droit pour eux d'être confiés à la justice. Et donc, moi, je demande que l'ensemble des détenus soient libérés ou qu'ils soient confiés à la justice. C'est ça l'état de droit. Ouais. Et si on continue à se comporter comme en 1992, comme en 2012, c'est que le changement dont nous parlons, on en est encore loin. Oui, puisque c'est ça aussi, Serge. Près de 3 semaines après les événements, il y a également des personnalités qui restent toujours en détention. On ne leur a absolument rien dit. Peut-être soit on judiciarise le dossier ou on les relaxe. C'est évident. C'est-à-dire que maintenant, la thèse selon laquelle on les garde pour leur protection, ça ne tient plus. Ça ne tient plus du tout. On a vu des ministres un ministre qui a été interpellé notamment, qui est rentré chez lui, absolument rien ne lui est arrivé. Donc il faut faire face à un problème. Vous avez des gens qui sont arrêtés depuis 3 semaines. Nous sommes dans un état de droit. La Constitution n'est pas suspendue, elle fonctionne toujours. Il faut pouvoir présenter assez rapidement ces personnes devant la justice ou les libérer. Parce que ce sont des arrestations, ce qu'on appelle des arrestations extrajudiciaires, et ça ne fait pas forcément, de mon point de vue, avancer le dossier. Oui, un dernier mot là-dessus, Youssouf Sissoko. Peut-être que le CNSP attend des concertations nationales dont on va parler, que les participants peut-être se prononcent sur ces questions-là, que ce soit l'ancien président, les anciens responsables, l'ancien Premier ministre et puis d'autres, ou vous pensez que ce n'est pas du tout cela? Oui, peut-être tout porte à croire qu'au cours de concertation nationale, effectivement, ils parleront de tout ça. Mais moi, je me dis également que, bon, qu'on parle de ça ou pas, et tout le monde sait quand même qu'à partir du moment où la CEDEAO s'est portée garante quand même en tout cas de ramener le président de la République quand la justice malienne aura besoin de lui, moi je pense que je ne vois aucun obstacle en ce moment. Je pense qu'il va répondre, en tout cas, il doit répondre de ses faits, tout comme tous les autres qui sont arrêtés, quoi.
D'accord. Deuxième thème de ce débat du dimanche, quelle architecture, quelle durée et quel profil pour la transition? Des questions au centre des journées de validation, des termes de référence, des concertations nationales initiées par le Comité national pour le salut du peuple, des rencontres qui ont lieu à Bamako et dans les capitales régionales. La cérémonie de la phase du district a été présidée par Colonel Diaw, le vice-président du CNSP, que nous écoutons ici. Nous ouvrons une nouvelle ère de l'histoire de notre pays. Cette étape cruciale nécessite une profonde réflexion et une implication de l'ensemble des fils et des filles. C'est pourquoi, en prélude de la concertation nationale, nous avions tenu à organiser cet atelier de haut niveau à Bamako et dans les capitales régionales. Ces phases régionales répondent sans conteste à l'exigence de l'inclusivité tant souhaitée par les Maliens. C'est d'ailleurs tout le sens que le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, veut imprimer désormais à la marche de notre pays. Nous restons toujours dans la salle du CICB pour recueillir quelques impressions, des impressions recueillies donc par nos reporters ici, Kadiogué et Nyankoro Yeasamake du parti PACP. Et nous estimons qu'il faut aller à 2 ou 3 ans de transition. Nous pensons que c'est bien d'aller à la démocratie, mais nous voulons éviter toute précipitation. Vous savez, la transition est une opportunité où vous n'avez pas de majorité, vous n'avez pas d'opposition. C'est l'occasion idéale pour mettre tous les Maliens ensemble, sans parti pris, faisant face à l'avenir de notre pays. Nous pensons qu'il faut refonder le Mali, il faut recréer notre nation. Et c'est très important de le faire pendant une transition où il y a une neutralité de tous les côtés. Aujourd'hui, c'est la validation. Je crois que nous sommes là dans le processus de valider les termes de référence. Et nous avons beaucoup d'attentes et le peuple malien a beaucoup d'attentes pour les concertations à venir. Et donc, il faudrait d'abord que nous convenions des termes de référence et comment est-ce que cette conversation doit se tenir et quelles sont les conclusions que nous attendons des concertations qui vont se tenir en fin de semaine prochaine. Et donc voilà pourquoi nous sommes là et nous pensons qu'aujourd'hui nous devons prendre ce thé-là. Voilà, Youssouf Sissoko, quand on regarde un peu la méthodologie, on a l'impression que le CNSP essaie de corriger une erreur, puisque au début, c'était des concertations nationales, mais après, il s'est ravisé en appelant à des journées de validation des termes de référence d'abord. Ouais. Peut-être c'était la bonne approche, la bonne méthodologie. Bon, effectivement, ils se sont peut-être rachetés, mais moi je pense, honnêtement, c'est que ça n'engage que moi, et je ne vois d'abord pas la nécessité, en tout cas, de ces concertations nationales. C'est premièrement. Deuxièmement, et je me dis également que, en tout cas, ces concertations, est-ce que si elles sont organisées pour justement donner, en tout cas, une certaine quintessence à la transition, tant mieux. Mais je vois derrière tout ça, est-ce que ce n'est pas, en tout cas, un piège que le CNSP est en train de tendre, en tout cas, aux hommes politiques, parce que vous avez vous-même vu, lors de la cérémonie d'ouverture au CICB, franchement, c'était de la cacophonie. Donc moi, je suis vraiment très pessimiste quant à, en tout cas, la réussite de ces concertations, parce que je vois venir, en tout cas, une sorte de légitimation du CNSP, et pour, en tout cas, garder le pouvoir. Alors que, franchement, en voulant garder le pouvoir, je crois que le risque que le Mali va courir et que le CNSP aussi va courir est très grand. Oui, Alexis, tentative de légitimation du pouvoir par le CNSP? Non, pas de légitimation du pouvoir, mais au moins les concertations, de mon point de vue, ont 2 avantages. Premièrement, ça amène l'inclusivité que tout le monde recherchait, et deuxièmement, ça légitimise toutes les décisions qui seront prises. Et oui, à certains niveaux, c'est assez clair. Ce n'est pas que le Mali qui décide, même si, oui, l'opinion peut imposer des choses, mais tout le monde dit pouvoir, disons, transition civile. Donc,
le CNSP va certainement se fondre dans l'architecture qui sera dessinée, mais en tout état de cause, oui, il faut ces concertations et je pense que le schéma est vraiment bon. Les termes de référence sont validés, disons, de commun accord avec tout le monde. Ensuite, les discussions vont se tenir et ce qu'on aura comme document, comme architecture, va peut-être au moins refléter un peu notre vision commune de notre transition et de notre refondation. Maître Konaré, le début a été laborieux, il y a eu des cafouages, mais finalement tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre en apparence, mais les questions fondamentales ne sont pas encore tranchées. Qui va présider la transition? Un civil ou un militaire? Pour moi, cette question devrait être répondue en priorité par le Comité national de salut du peuple, c'est-à-dire la junte au pouvoir. Et si la junte voulait réellement une transition civile, elle a le pouvoir de le dire avant même toute concertation. Si elle voulait une transition civile, elle a aussi le pouvoir de l'annoncer. Alors, cette question, est-ce que réellement, elle va pouvoir être tranchée par une assemblée venue de n'importe où? La deuxième question est, quelle va être la durée de la transition? Et chacun va donner son avis, mais cet avis est conditionné par l'objectif recherché par la transition. Il y a une double logique. La première logique, qui est celle de la communauté internationale, c'est de tourner très vite la page de la transition et donc raccourcir au maximum cette transition, peut-être à 9 mois ou 12 mois, pour qu'il y ait des élections et un nouveau président. La deuxième logique, qui est celle du M5 et d'autres forces, c'est carrément la refondation de la nation, comme vient de le dire M. Kadjoké. Refonder la nation, mais derrière cette idée se profile une autre qui est extrêmement importante, qui constitue un véritable enjeu, c'est de désarmer financièrement les dignitaires de l'ancien régime pour qu'ils ne rebondissent pas et ne récupèrent pas la présidence après la transition. Peut-être qu'il faut désarmer financièrement tout le monde. Donc je dis, ces logiques-là me paraissent plutôt inconciliables. D'accord. Et moi, je ne sais pas si ça peut être tranché dans le brouhaha d'une assemblée venue de Kaï, de Sigasso, de Djambali. Je ne crois pas que ce soit possible. D'accord. Ça peut être tranché en haut lieu. Aux concertations, on peut faire largement l'économie d'une grande partie du débat, le débat qui a eu lieu au dialogue national. Il y a eu un dialogue national, vous allez faire 20 000 concertations, vous ne pouvez pas aller plus loin. Au dialogue national, le problème du dialogue national, c'est qu'une partie de l'opposition n'était pas présente, une importante partie, ça c'est vrai. Mais moi j'ai assisté au dialogue national, tout a été dit. Et tout a été dit de manière démocratique. Donc dire aujourd'hui qu'on va reprendre les thèmes de la corruption, le code électoral, etc., c'est une perte de temps pour moi. Il y a 3 choses qui me paraissent importantes, c'est la transition. C'est qui le président? C'est qui le Premier ministre? Quels sont les critères? L'Assemblée constituante, les organes de la transition, les objectifs de la transition. Je pense que les journées, la matrice du débat devrait être cela. Et vous avez vu, à l'intérieur, ça a parlé librement. À Tombouctou, on souhaite par exemple une transition de 18 mois. Ailleurs, on dit c'est un civil. D'autres disent un président civil, un autre militaire. Il y a déjà des vocations, puisqu'il y a des candidats qui se déclarent de manière maladroite pour diriger la transition. Il faut se concentrer, de mon point de vue, à cela, si on veut aller vite. Parce qu'on a les 10, 11, 12, donc 3 jours pour faire cela. Ça pourrait ne pas suffire si on éparpille un peu les forces et les idées. Si on ne se concentre pas sur cela, ça va être difficile. La deuxième chose, et il faut souhaiter cela, et je vais en aurait terminé, c'est qu'aux concertations nationales, il faut que ça soit mieux organisé. Parce que ça a été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été très laborieux, je dirais même des débuts chaotiques. Et on avait parlé de 2 jours,
finalement, ça a duré une seule journée. Ok, le débat, ce n'est pas que nous, c'est également sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, Africa Télévision et le débat du dimanche. Quelques réactions. Kadri Konaté, cette énième concertation n'est que la reprise des efforts précédents. Le CNSP doit sortir de la compassion. On ne ménage pas les hommes politiques, ce sont des éternels rivaux. Monsieur Fodjié Kanté, une durée de la transition de 3 ans renouvelable, car on n'a pas besoin des politiciens, on n'a pas de politiciens maliens patriotes capables de relever les défis que les Maliens souhaitent. Alexis Calambri, vous oui, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, au moins que par rapport au président, par rapport au premier ministre de la transition, pour moi, c'est de façon, à la limite, le CNSP doit décider à ce niveau-là. Et je suis sûr que si on dit aux gens de choisir, on va faire l'année, on ne s'entendra pas sur un nom ou sur des critères. Donc, c'est à eux de décider pour le président et le Premier ministre. Je pense que ça traîne un peu parce qu'ils veulent au moins la présidence. À la limite qu'ils le disent, et à ce niveau, à ce jour en tout cas, ils ont une grande partie de l'opinion qui est d'accord avec ça. Bon, peut-être pas les politiques, mais au moins les gens ont plus confiance aujourd'hui à ces militaires qu'aux hommes politiques et à la société civile. Donc, à la limite, qui proposent à ce niveau une architecture. Mais pour moi, la durée de la transition n'est pas un débat. C'est-à-dire, si on parvient à dire qu'est-ce qu'on veut faire, le temps sera le juge pour le reste. Si vous avez vu la transition de 92, on avait 17 mois, on a fait presque le double, parce qu'il y avait des enjeux, il y avait des travaux à faire et on a mis le temps qu'il faut. Donc, la durée n'est pas importante pour moi. Nous tablons sur 7 mois, mais à la réalité, on verra s'il faut 1 an et demi, s'il faut, voilà. Oui, Youssouf Sissoko, cette transition, la finalité, on peut supposer un consensus à l'issue des travaux, mais est-ce que vous pensez qu'on peut avoir ce consensus-là dès lors que, par exemple, la CFR et le M5 RFP étaient dans les rues il y a 2 mois, en les mettant dans la même salle, est-ce qu'on ne transporte pas les contestations d'il y a 2 mois dans les salles du CICB? Est-ce que le consensus tant souhaité, tant cherché, on peut l'avoir dès lors qu'il y a déjà ce clivage-là? Oui, effectivement, c'est pourquoi je dis que je ne vois pas l'opportunité de ces concertations. Parce que vous avez vu quand même ce qui s'est passé l'autre jour, hier, tout près au CICB. Moi, je pense honnêtement que, Alexis l'a dit, c'est-à-dire que le CNSP joue d'une certaine, en tout cas, d'une certaine crédibilité aujourd'hui aux yeux, en tout cas, de l'opinion. Elle devait tout simplement, après avoir écouté toutes les forces vives de la nation, elle devait elle-même choisir. Pour moi, ces concertations ne devraient pas être, en tout cas, l'œuvre du CNSP, mais plutôt, en tout cas, des organes désignés pour la gestion de la transition. Effectivement, moi, ce que je crains, au cours, en tout cas, de ces concertations, c'est qu'il y aura 2 camps qui seront opposés. Il y aura d'une part ceux qui sont pour, en tout cas, que le CNSP gère la transition, que les militaires gèrent la transition, et d'autre part, et ça c'est généralement la classe politique qui sera opposée justement à ce cas-là. Et ce qui va se passer, peut-être, c'est justement des gens qui vont passer de bonnes journées, en tout cas, à se chamailler et à ne jamais s'entendre. Donc le consensus, je ne crois pas que ça soit possible. Et quand il n'y a pas de consensus, c'est les militaires qui vont finalement décider. Ils vont peut-être dire que trouver un prétexte pour dire que puisqu'il n'y a pas de consensus, en ce moment, il faudrait justement passer certainement au vote ou bien et regarder si, en tout cas, le fait majoritaire se dégage pour que les militaires gèrent. Et les militaires vont gérer. Moi, je vois, en tout cas, en ces concertations, peut-être une sorte de piège que le CNSP veut tendre, en tout cas, à la classe politique pour justement se légitimer. Oui, on va espérer que ce ne soit pas un piège. Alexis, il y a 5 ateliers, 5 groupes de travail. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue des rencontres, on pourrait avoir quelque chose de potable à même de faire avancer le pays? Oui, parce qu'on a déjà perdu 1 mois. Que la durée soit 18 mois ou 2 ans, le Mali a déjà perdu 1 mois. Chaque jour qui passe est vraiment du temps perdu parce qu'il y a de vrais
enjeux qui attendent. Mais j'ai trouvé les débats pourtant constructifs et j'ai trouvé même les discussions qui ont eu lieu parce que on n'avait pas pu s'entendre sur une méthodologie pour travailler. On sentait au moins la volonté de tout le monde de contribuer. Mais oui, c'est important qu'il y ait cette architecture, mais pas plus. Comme Seth disait tout de suite, avec les résolutions du dialogue national, et ce qui va, on n'aura pas plus. Là, il faut comprendre que la transition a juste pour rôle de tracer l'architecture. Quelle est la nouvelle constitution qu'on va élaborer? Quelles sont les lois organiques qu'on va changer? Ils ont plus de légitimité et ils seront plus à même de proposer des textes qui seront acceptés par tout le monde parce que a priori, on va croire qu'ils n'ont pas d'intérêt personnel et ça ne va plus passer. Mais même pour les référendums, il faudrait attendre, de mon point de vue, l'élection d'un gouvernement, disons, d'un pouvoir président pour passer à ça. Donc, c'est vraiment redessiner le Mali et poser les jalons, mais pas plus pour moi. Ça sera l'heure de vérité pour, par exemple, un mouvement comme le M5. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que le M5, aujourd'hui, après avoir obtenu le départ de IBK, est à la recherche d'un nouveau souffle qui n'a pas toujours. Ils ont toléré l'organisation de cette manière de ces concertations, mais je sais qu'au sein du M5, certains ne sont pas contents de la manière dont les choses se sont déroulées, parce qu'ils estiment être l'un des deux poumons du changement, l'autre étant la junte, le deuxième poumon, le M5. Et ce que veut le M5 aujourd'hui, ce mouvement de contestation qui a contribué à la chute de IBK, c'est de co-organiser ces journées de concertation. Donc on va chercher un résultat sur qui sera le président de transition, comment on va faire. Mais de l'autre côté, on risque de créer un autre problème, M5, junte, et je pense que ce sera l'heure de vérité entre les deux structures. Oui, Maître Konaré, comment sortir justement de cet engrenage-là? Le CNSP a parlé d'équidistance par rapport à toutes les forces. D'un côté, on pense être l'acteur clé. Comment sortir de ce clivage, de cet engrenage, puisque ça peut également retarder les choses? Je vous l'ai dit tantôt, l'armée doit prendre ses responsabilités en reconnaissant qu'elle a fait un coup d'État, en reconnaissant qu'elle est en train d'exercer la réalité du pouvoir, en décidant si oui ou non elle veut garder la tête de la transition. Et tout le reste va dépendre de cela. À rassembler des gens venus de partout pour leur demander si la transition sera civile ou militaire, à quoi ça sert? Supposons que l'Assemblée décide que la transition sera militaire. C'est-à-dire que le président de la transition sera un chef militaire. Est-ce que cela va être accepté par la communauté internationale? Et si cela n'est pas, comme annoncé d'ailleurs, n'est pas accepté par la communauté internationale, comment allons-nous survivre économiquement? Au moment où je vous parle, toutes les frontières sont bloquées. Pas seulement du fait de la CEDEAO, mais même tous les flux financiers sont arrêtés. Comment allons-nous faire les salaires pendant 1-2 ans? Alors donc, cette question-là, si la transition sera civile ou militaire, devrait être répondue d'abord avant de rassembler tout ce beau monde. Mais ce n'est pas la jeune qui va prendre la décision. À mon avis, c'est la jeune qui doit la prendre parce que c'est elle qui a le pouvoir. Non. Voilà, rassembler tout ce beau monde-là pour faire du bruit, ça ne sert à rien. La jeune veut sortir du régime d'exception. Voilà. Si elle veut sortir de ce régime-là, elle ne peut pas, à elle seule, à Kati, parce que Kati a fait encore peur à Bamako, elle ne peut pas prendre la décision de dire « nous voulons un président militaire ». C'est pour ça qu'il y a cette journée de concertation. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que peut-être que la junte est en train de manipuler les débats. Ils en parlent quand même assez librement. Et je crois que la junte ne peut pas manipuler tout le monde. Je ne pense pas. Enfin, je ne veux pas les défendre, mais j'ai une réserve à cela. Je pense qu'il appartient aux participants à la rencontre de dire nous voulons une transition, voilà le président de transition, voilà le profil, voilà le Premier ministre, le profil, voilà ce qu'il faut. Mais on ne peut pas dire dès le départ de manière tranchée
que c'est elle qui va être à la tête de la transition ou d'elle. Il faut discuter. Vous savez, il y a une vérité absolue. Comme disait Madlamine Père son âme, la lutte unie, le pouvoir divise. Le M5 n'est pas un groupe uni et homogène. À l'heure, pour ne pas parler comme maître, à l'heure où il y a le partage, où il faut, disons, se positionner par rapport à la gestion du pouvoir, ben, chacun veut pour lui et chacun se compte et se démarque. Donc, oui, certes, certains continuent à revendiquer au nom du M5, mais disant M5, ils pensent plus à eux-mêmes. Il est évident qu'à ce niveau, on n'aura aucun consensus avec le M5 pris en tant que mouvement, parce que ce n'est pas un mouvement uni, homogène, capable de revendiquer. D'accord. Un seul mot. Mon sentiment, après avoir discuté, échangé avec tout le monde, c'est que la junte ne fait pas confiance à l'ancienne classe politique. La junte se dit, ceux qui ont gouverné jusque-là, ils ont plus ou moins échoué, peut-être il faut essayer avec une nouvelle classe politique. D'accord, des réactions sur la page Facebook. Monsieur Béchir Koné, à mon avis, le vrai changement devra provenir de la transparence dans le choix des hommes qui vont diriger la transition. Moussa Diallo, pour une bonne concertation, il faut libérer tous les détenus politiques de l'ancien régime. Et enfin, une troisième réaction, Amédi Yari. Cette transition doit être l'occasion d'une refondation totale du système selon lequel ce pays est dirigé pour donner un sens à cette belle révolution. Une question, Maître Konaré, dans la forme, on a l'impression que le coup du 18 août 2020 ressemble, en tout cas dans la forme, à celui du 26 mars 1991. 3 mois de contestation, des militaires qui viennent, qui parachèvent, mais sauf qu'en 1991, le comité pour la réconciliation nationale de ATT s'est mis avec le mouvement démocratique et on a eu le CTSP. Je ne sais pas, c'est un exemple à ne pas pouvoir appliquer en 2020, vous trouvez? Si vous voulez le contexte a changé. Si vous voulez appliquer le schéma de 91, alors il faudrait que la junte se mette avec le M5 seul contre les anciens dignitaires du régime Ibeka. Et je crois que la junte refuse de faire cela. La junte veut se mettre à équidistance des différentes forces politiques. Pourquoi est-ce qu'elle ne reconnaît pas être l'un des poumons avec le M5 du changement et agir en conséquence? Je l'ignore. À mon avis, il faut rechercher la réponse de cette attitude dans les mystères qui entourent le coup d'État. Qui se cache derrière les putschistes? Est-ce que quelqu'un dans l'ombre n'est pas en train de manipuler des forces? Personne ne le sait. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs qui courent en ville et je ne voudrais pas les colporter. Oui, Alexis Calambri, quand on écoute la junte par rapport à cette question, elle trouve que les Maliens sont tellement divisés que pour pouvoir faire avancer le pays, il faut l'union, il faut pouvoir rassembler tout le monde, que ce soit le M5, que ce soit d'autres forces, la société civile. Ça également, on peut les comprendre. Le Mali a besoin d'union. La division, elle est tellement profonde qu'il faut rassembler tout le monde. La gageure est à ce niveau-là. Vous parlez de deux événements qui ont 30 ans d'écart. En temps, il y a la CEDEAO qui est passée par là avec tout ce qu'on a adopté comme actes dans le cadre de la protection des démocraties. Et 91, on avait des hommes politiques, je dirais, vierges, qu'on ne connaissait pas et qu'on avait érigés en héros. On a aujourd'hui un M5 dont on salue le combat, mais qui d'ailleurs déjà, vous avez vu au lendemain de la chute d'Ibeka, on a vu comment déjà à l'interne, on disait, bon, tel vous nous avez accompagné, mais on connaît votre parcours, tel, oui d'accord, vous avez été déterminant, mais vous n'êtes pas un modèle pour nous. Donc déjà, ça c'est des blocages et c'est des obstacles, ou du moins au niveau de la junte, on est obligé de tenir compte de ces aspects-là.
Oui, on peut pas, si sur 91, si vous permettez, moi j'ai mis les références historiques, on fait jamais 2 révolutions en 30 ans dans un pays avec les mêmes acteurs. Donc je ne pense pas que nous soyons dans la situation de 91. Ce qui est particulier aujourd'hui, c'est que quand même le porte-parole de la junte, quand il a pris la première fois la parole, c'est de dire nous n'avons pas fait un coup d'État. Mais c'est bien un coup d'État qu'ils ont fait. Il faut s'assumer sur le fait qu'il y a eu un coup d'État. Maintenant, ce qui est important, c'est comment sortir de ce coup d'État-là. Est-ce qu'ils veulent rester? Mais qu'ils le disent publiquement. Je pense que ce qui bloque aussi, c'est cela. Mais ce n'est pas de dire nous allons diriger la transition, mais c'est de dire nous voulons rester. Nous voulons que ça soit un civil, ou bien nous proposons de rester, mais pas dans le flou que ça va se faire. Je répète encore une fois pour terminer, si on veut avoir des concertations qui vont vite, et que la parole libre, avec des résultats, c'est pas la peine de transformer les journées des concertations en dialogue national bus. Ce serait une perte de temps. Il y a la transition, il faut un président, il faut un premier ministre, il faut des structures, il faut un gouvernement. Comment nous devons organiser ça? Combien de temps nous devons mettre là? Ça va être clair tout de suite. C'est-à-dire qu'en 24 heures, je pense qu'on peut trouver une solution si chacun de son côté est vraiment clair. Oui, vous pensez que ça va être difficile d'avoir le consensus, mais est-ce que pour arriver vers ce consensus-là, il ne faudrait pas sortir de ce déficit d'humilité? Je ne veux pas parler de repentance, mais de part et d'autre, dans la salle par exemple, si on dit ce qui est fait, nous on a commis des erreurs, vous également vous avez commis des erreurs, pour le Mali nouveau, mettons-nous ensemble, est-ce que ça ne permet pas d'avancer que de vouloir construire alors qu'il y a certaines cicatrices qui sont assez récentes, qui datent seulement de 2 semaines ou de 3 semaines. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller, non pas vers la repentance, mais un semblant d'humilité de part et d'autre pour qu'on puisse refonder ce pays-là? Oui, d'ailleurs c'est là l'erreur de la junte, et la junte est en train de commettre justement cette erreur. Ça le fait en tout cas d'être à équidistance de toutes les forces. C'est une erreur parce que nous savons tous que si, en tout cas, le coup d'État est intervenu, c'est parce qu'il y avait une mal-donne dans le pays. C'est parce que le pays était mal gouverné, c'est parce qu'il y avait une crise multiforme. Donc c'est pour ça que le M5 a été créé. Et quand le M5 a été créé, nous avons vu, en tout cas, pendant 3 mois, le M5 a battu le pavé et le M5, en tout cas, s'est battu corps et âme pour que, justement, qu'il y ait changement. Alors, et les militaires, quand les militaires ont pris le pouvoir, ils l'ont dit clairement, ils ont dit qu'ils ont parachevé, n'est-ce pas, une œuvre entreprise déjà par le M5. À partir du moment où il y a eu justement cela, et le CNSP devait avoir comme allié principal le M5. Je ne dis pas d'exclure les autres, mais je ne dis pas aussi de dérouler le tapis rouge, en tout cas aux gens qui ont mis le pays à genoux. Parce que ce que je suis en train de constater, c'est qu'on risque en tout cas d'aller à une prise en otage, n'est-ce pas, de la transition par les dignitaires de l'ancien régime. Parce qu'aujourd'hui, si le M5 tâtonne même, c'est parce que certainement qu'ils sont démarchés par des gens qui sont en train de leur dire, en tout cas, gardez le pouvoir, vous avez pris le pouvoir, il faut le garder. Il ne faut pas permettre, en tout cas, au M5 ou en tout cas à la société civile de gérer la transition. C'est justement cela l'erreur. Okay. D'accord. On va... Vous connaissez les gens dont vous parlez? Ceux qui montent pour aller... C'est généralement les anciens dignitaires. D'accord, on va avancer avant d'en arriver au dernier aspect. Cette caricature de notre collègue du Bénin, Constant Tonakpa, voilà, on va voir la caricature. Pour le confrère, on a déjà le premier responsable de la transition. On va voir cette caricature, voilà. Il y a quelqu'un qui ressemble au colonel Goïta, assis, voilà, avec un fusil à côté, une signature de Constant Tonakpa qui nous suit depuis Cotonou au Bénin. Bien de choses à nos téléspectateurs de la capitale béninoise. Une dernière question, Maître Konaré. Tout cela intervient également à la veille du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Est-ce que ce qui a été vu hier et aujourd'hui au CICB peut être de nature à assouplir ces sanctions-là brandies par la CEDEAO contre le Mali? Mais qu'est-ce qui a été vu? L'adoption de termes de référence. Ce qui a été vu, c'est une volonté d'aller vers le consensus pour refonder le Mali. Il n'y a pas de consensus sur ça. Il y a certes une grande partie des acteurs qui veut une refondation. Mais vous n'étiez pas aussi CBI? Non, mais j'ai suivi. Okay. J'ai suivi et puis je suis dans la tête des uns et des autres. C'est-à-dire que les anciens dignitaires
ne veulent pas qu'on pousse le changement jusqu'à un certain niveau. Mais qui est nouveau dirigeant et nouveau le M5RFP veut qu'on les balaye tous et qu'on mette en place un nouveau Mali. Vous croyez qu'il y aura un consensus entre ces deux camps? Ce n'est pas possible. Maintenant, ce qui intéresse la communauté internationale, ce n'est même pas ça. Ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait des organes de transition civile. Et même tout à l'heure, Jean-Yves Le Drian l'a répété. Est-ce que les militaires vont se plier à cette exigence? Voilà toute la question. Si on s'y plie, c'est bon. Donc la transition sera dirigée par un civil avec, je veux dire, à ses côtés des militaires. Si la junte refuse ce schéma, nous resterons sous les sanctions économiques internationales. Alors chacun doit se préparer à boire de la bouillie et à manger des beignets de haricots. Oui, Youssouf Sissoko. Oui, effectivement, je crois qu'il faut que la junte comprenne d'abord que le temps n'est pas son meilleur allié. Le temps n'est pas son meilleur allié parce qu'il y a eu le coup d'État depuis le 18. Jusque-là, nous sommes en train de tourner en rond. Et les sanctions déjà pèsent lourdement sur, en tout cas, les citoyens, sur les populations. Moi, je pense que son salut viendra justement d'aller très rapidement à la mise en place des organes et que cette transition soit véritablement dirigée par un civil. Il peut peut-être y avoir en tout cas un militaire comme adjoint, un vice-président par exemple, et même la primature doit être détenue justement par un civil. Franchement, il faudrait que les militaires comprennent que le pouvoir kaki est révolu maintenant, puisque aucune en tout cas structure, aucune organisation n'acceptera justement de collaborer avec un régime militaire. D'accord, c'est le Benel. Non, moi je pense que les chefs d'État, bon, on va voir ce qu'ils vont dire, mais mon sentiment c'est qu'il y a quand même des prédispositions, il y a des actes que les militaires ont posés qui laissent penser qui sont dans la bonne voie. Je pense que les chefs d'État peuvent dire ça, par exemple, les flux financiers, parce qu'il ne faut pas prendre, je ne sais pas qui le disait, si c'était Mahmoud Dicko, il ne faut pas prendre des sanctions pour asphyxier le peuple, parce que le peuple n'a rien à voir dedans. Il s'agit des sanctions qui peuvent être des sanctions individuelles. Je pense que la CEDEAO peut dire, nous allons les observer, ils sont dans la bonne voie, nous allons envoyer une délégation là-bas, voir. Ils ont laissé partir le président Ibeka, on a donné des garanties. Alassane Ouattara, c'est très important, si vous voulez savoir les détails, il faut lire la lettre confidentielle, mais pas le journal d'Alexis. Il a appelé Goïta, ça c'est unique, c'est la première fois qu'il se parle au téléphone. Il a dit, nous allons aider le Mali, donc ça c'est important. Je pense qu'il y a un faisceau de présomption qui tolère la thèse selon laquelle demain, la CEDEAO peut dire, bon, on va les surveiller, on va vous voir, on vous donne une chance, on va peut-être alléger. Je ne sais pas, hein, mais je suis en train le rôle d'un analyste, c'est de se tromper aussi. Peut-être qu'on ne se trompe pas souvent. Peut-être qu'ils vont peut-être penser à cela en disant, nous allons voir les pas de la junte, c'est bon, mais allez plus loin, nous allons venir vous voir, discuter, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Je voulais terminer parce que vous avez monté une caricature tout à l'heure, on aurait pu s'attarder un peu sur lui, sur le chef de la junte. C'est un logisticien qui était notamment à Gao, qui est devenu un patron des forces spéciales. Je voulais dire quand même que c'est un personnage atypique. Oui, Alex. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est vrai, on a les sanctions de la CEDEAO qui courent déjà à un épée de Damoclès, mais on a tous les autres problèmes. Vous voyez, les examens sont bloqués. Le dossier Soumel, on n'en parle plus. Vous avez plein de dossiers comme ça parce que, justement, certainement, faute d'interlocuteurs, les enseignants n'ont pas voulu bouger. En tout cas, les enfants qui devaient faire les examens sont à la maison et on est le seul pays de la sous-région à ne pas faire les examens. Ça devient intenable. Ça devient intenable quelque part. Donc, il faut vraiment qu'on évolue sur ces aspects-là. Ok, d'autres réactions particulières politique, PPR, qui affirme que tout ce qui était dans la salle du CICB n'était pas là pour se présenter en tant qu'acteur du renouveau. Ils étaient allés pour dénoncer le coup d'État. Dixit Djigiba Keïta, PPR. Et puis cette réaction de Mokhtar Ousmane Sy qui mène le plaidoyer pour la libération de Soumaïla Cissé. L'absence de Soumaïla Cissé pèse énormément sur le processus de sortie de crise. Et Serge, un petit mot, puisque cette semaine, on avait pensé, vendredi dernier, que c'était le soulagement.
moi, les réseaux sociaux, c'est pas du journalisme. Vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois où on annonce la libération de quelqu'un, etc. Comme il a une famille, si vous voulez. Imaginez ce instant que c'était un journaliste qui l'avait annoncé. Je pense que ça se poursuit, il y a des choses qu'on peut dire. Peut-être que ça bouge. Je sais pas si ça... J'espère que ça va bouger, parce que c'est un homme politique, mais moi, c'était un ami personnel aussi. On peut être journaliste et avoir des amis personnels dans le monde politique. Et donc, j'espère que ça va bouger. Mais je sais aussi que la junte a repris le dossier en main, je le sais de manière précise, et que ça se discute. Moi, j'ai plutôt de l'espoir. D'accord. Et avant de se quitter cette annonce, à 21h, on va approfondir le débat, cette fois-ci avec le regard de la diaspora. Robert Dissa qui va recevoir Makangile des États-Unis, malien résident aux États-Unis en séjour au Mali, Kader Traoré, malien résident en France, et Berthe du Canada. Ils vont parler de la feuille de route de la transition, le regard de la diaspora, un regard neuf à 21h, politique, le débat. Merci d'avoir suivi cette émission. Nos invités étaient Maître Chekmar Konaré, avocat, Alexis Kalambiri, directeur de publication de Mali Tribune, Youssouf Sissoko, directeur de publication de Info 7, et Serge Daniel, directeur de publication de la lettre confidentielle Mali. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain, Inch'Allah. Et merci à la réalisatrice, sinon à l'assistante réalisatrice Kadiatou Keita, Oumar Sangaré et Moussa Doumbia. À dimanche prochain.